2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. 10 ans au RG, aux renseignements généraux, face à l'État profond. Hubert Marty, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez présenter cet ouvrage, Hubert Marty. Vous avez été commissaire de police, notamment au RG, donc aux renseignements généraux, pendant une bonne dizaine d'années, avant de connaître une violente mise à l'écart, et on en reparlera évidemment. Vous publiez aujourd'hui, vous le voyez, un livre témoignage intitulé « Face à l'État profond, 10 ans au RG », où vous décrivez les dérives, les zones d'ombre et les réseaux d'influence qui, selon vous, forment un État profond à la française. Hubert Marty, que cherchez-vous à faire de ce livre ? Régler des comptes, témoigner ou alerter ? Alors, régler des comptes, soyons honnêtes, un petit peu quand même, parce que j'ai été victime d'une grave injustice. Je suis rentré dans la police en 83, j'étais major de ma promotion, j'étais un des commissaires les plus diplômés dans les années 80-90. J'avais été admissible à l'ENA, à l'école de la magistrature aussi. Et donc j'avais choisi ce métier par vocation, parce que j'avais envie de servir mon pays. Et surtout, j'aimais beaucoup le renseignement. Et j'ai une carrière qui a été complètement ascendante jusqu'en 2002. Et à partir de 2002, j'étais mis à l'écart, j'étais ostracisé. Et ensuite, j'ai été victime d'un piège odieux monté par la DST en 2005-2006, qui avait vocation de me faire tomber. Alors pourquoi me faire tomber ? Parce que j'ai été un des proches de Yves Bertrand, qui était le directeur central des RG pendant 12 ans. D'abord, il était réputé être proche de Chirac, dont ça dérangeait beaucoup le clan Sarkozy. Et ensuite, j'avais travaillé avec lui depuis les années 2000 sur des dossiers de corruption qui mettaient en cause gravement l'entourage de Sarkozy et de Charles Pasqua. Alors, première question, vous dites « j'ai subi de la part de la DST en 2005 et 2006 une injustice », mais alors pourquoi ? On est en 2025, avoir attendu 20 ans avant de publier ce témoignage. Est-ce que c'est une question de sécurité ou est-ce que c'est tout simplement une évolution du contexte politique qui permet la sortie de cet ouvrage ? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. C'est quand je suis éjecté de la police en 2007, ceux qui ont eu ma peau, à savoir messieurs Guéant, Sarkozy, Squarcini, dont on ne compte plus maintenant les méfaits judiciaires depuis quelques années, ces gens-là, ils sont au pouvoir, ils sont tout puissants, personne ne les conteste. Il y a ce quinquennat, donc je sais que jusqu'en 2012, je ne peux rien faire. Arrive ensuite M. Hollande, où j'ai tenté de revenir dans la police et où j'ai eu une lettre évasive, mais je ne suis pas arrivé à revenir en poste. Et lorsqu'arrive Macron, j'écris une lettre et le seul ministre qui à peu près était favorable à mon retour, c'était Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon qui est décédé, qui m'avait écrit une lettre en disant « on examine votre retour ». Et puis après, vous avez vu que Collomb s'est rapidement détaché de Macron et que, quelque part, l'État profond à la française est revenu sur le devant de la scène. Et donc, je suis à la retraite maintenant depuis 10 ans, mais ma carrière n'a jamais pu être revue, ce que j'estime totalement anormal. Alors, vous avez été major de votre promotion à l'École normale supérieure de la police. Vous le dites dans l'ouvrage, tout votre parcours était dès le départ, vous l'expliquez d'une manière assez amusante d'ailleurs, vous conduisez aux renseignements généraux. Je me suis dit, quelle idée, si vous voulez, quelle idée. Mais vous avez passé donc ces 10 années au RG, et qu'est-ce que cette immersion dans l'appareil de l'État vous a appris sur la nature réelle du pouvoir en France ? Alors, la nature réelle, si vous voulez, il y a deux faces. Côté cour, côté jardin. Il y a la côté apparence et la côté de réalité des choses.
donne un exemple. Quand on fait une visite ministérielle ou présidentielle, il y a toutes les caméras qui sont là, on attend les discours, les déclarations, dont souvent on va retenir que 30 secondes ou 1 minute. Et puis il y a tout ce qui se passe derrière, en coulisses, les échanges, les discours, les annonces, les décisions qui sont faites dans la confidence ou en aparté. Et c'est là qu'est le vrai pouvoir. Il n'est pas devant les caméras. Les caméras croient en général qu'elles montrent le pouvoir. Elles ne montrent rien. Elles ne montrent que les paillettes, que la surface. La réalité, elle est très différente. Dans quel climat institutionnel travaillait-on alors sous Mitterrand, ce qui a été votre cas, sous Chirac et puis sous Sarkozy? Alors, je dirais que sous Mitterrand et Chirac, je dirais que les institutions semblaient encore fonctionner à peu près correctement. C'est-à-dire que chaque direction avait son domaine de compétence, sa façon de travailler, y compris la justice. Mais moi, j'ai senti vraiment, en 2002, j'étais encore dans la police, parce que j'étais encore dans les services du Premier ministre, dont j'étais écarté à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Je sentais qu'il y avait encore un climat encore d'intérêt général et de service public qui existait. À partir de l'arrivée de Sarkozy, Guéant, de toute cette équipe au sein du ministère, j'ai senti très clairement un accaparement de l'État au profit d'un clan. Alors, en 88, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne présidentielle de Mitterrand, il s'était présenté comme le tenant de la France unie contre un clan qui voulait s'emparer de l'État. Moi, je n'ai pas très bien compris à l'époque parce que je n'étais pas du tout dans le camp Mitterrand. Je suis gaulliste depuis toujours, donc j'étais plutôt opposé à Mitterrand. Et j'ai trouvé que son histoire de clan me paraissait un peu caricaturale. Et en 2012, donc 14 ans après, quand on voit ces gens arriver au pouvoir, là, je me rends compte que leur faction de gérer l'État et gérer la police et la justice, elle est clanique, à savoir qu'on favorise outrageusement ses amis, et si on peut, on dévalorise, on démolit, et on met au rencard les gens qui ne sont pas de votre camp, même s'ils sont professionnellement valables. C'est ça qui n'est pas admissible. Alors qu'auparavant, si vous voulez, même les gens de droite sous Mitterrand, ou même les gens de gauche sous Pasqua, s'ils étaient compétents, valables, ils arrivaient à faire leur travail dans des conditions normales. Ce qui n'a plus été possible avec l'arrivée de Sarkozy. Alors, la conférence des ambassadeurs, on est le 27 août 2019, Emmanuel Macron évoque un mot, 2 mots, l'État profond. À quel moment, vous avez pris conscience qu'il existait ce que l'on appelle un État profond ? À quel moment? C'est-à-dire, c'est né d'un incident, c'est né d'une affaire, c'est né d'une personnalité que vous avez côtoyée, d'un personnage? Alors, je décris une bonne partie de mon parcours et dans ce tome 1, parce qu'il y aura une suite. Mais il faut savoir qu'en 2000, je reprends contact avec Yves Bertrand parce que j'avais des éléments sur l'affaire Corse, sur l'affaire Yvan Colonna. Donc je reprends contact avec lui et il me dit, écoutez, j'ai plusieurs enquêtes sous la main à développer, éventuellement vous confier, notamment celle sur la mort de Bérégovoy. Il me dit, nous sommes persuadés qu'il ne s'agit pas d'un suicide, qu'il s'agit d'un assassinat. Et comme vous avez été 4 ans directeur DRG à Nevers, il n'y a pas mieux placé que vous pour faire cette enquête. Donc il me confie la mission de... J'ai 3-4 mois, j'ai carte blanche pour enquêter sur la mort de Bérégovoy. Et là, j'accumule tous les indices sur un assassinat et non sur un suicide. Et quand j'apporte mon résultat à Yves Bertrand, j'aurais pensé qu'il aurait été très satisfait, il s'est empressé de mettre ça sous le boisseau et de me dire c'est une bombe, on peut pas sortir ça comme ça, c'est trop dangereux. Et quelque part, il y a un état profond qui nous empêche de sortir la vérité. Donc même lui, qui était proche de Chirac, avait compris qu'au cœur de l'État, il y a un phénomène occulte qui n'est pas du tout l'État de droit, mais qui est l'État profond et qui prend les décisions les plus importantes pour le pays. Selon vous, l'État profond agit-il avec un objectif politique déterminé, ou est-ce que c'est plutôt un ensemble d'intérêts corporatistes, politiques, qui cherchent à se protéger, tout simplement ? Je penche pour la deuxième version. L'État profond, il n'est pas figé, c'est un État qui est mouvant. Donc vous avez... en son sein, dans ces structures occultes, par essence occultes, vous avez des policiers, des politiques, des magistrats, des militaires, des industriels, des banquiers, qui se réunissent de façon périodique ou à la demande. Alors la structure, je pense, une des plus symboliques de l'État profond, pour moi, c'est le siècle, c'est l'institution Le Siècle.
pas croire que c'est les francs-maçons, tout ça, ça me paraît complètement surfait. Et au sein du siècle même, il y a des tendances, il y a des groupuscules, il y a des gens qui font partie d'un noyau serré où ils sont 10, 15, 20, et c'est eux qui prennent les décisions essentielles concernant le pays. Alors, ils pensent surtout à leurs intérêts, à leurs privilèges, et en rien ils ne pensent aux intérêts nationaux de la nation. C'est pas leur préoccupation. C'est leur survie et la poursuite de leurs affaires dans les meilleures conditions possibles. J'en reviens à Emmanuel Macron, quand il évoque l'État profond en 2019, à qui songe-t-il? À quoi songe-t-il, d'après vous? Alors, en 2019, Macron qui songe à l'État profond, d'abord il pense à sa réélection éventuelle en 2022, et puis il a subi les Gilets jaunes, où il a vu qu'il y avait un mécontentement populaire, et il craint quelque part d'être débordé par le populisme. Il va être sauvé par le gong qui s'appelle Covid, qui a été un gong phénoménal pour sauver les gens dans tous les pays du monde. En fait, cette histoire de Covid, pour l'instant, enfin, moi j'ai toujours pensé que c'était une immense manipulation, on le voit d'ailleurs, maintenant plusieurs années après. Donc cet État profond, il faut voir une chose, qu'il existe au sein de chaque État, mais il y a une espèce de multinationale ou d'internationale de l'État profond qui fait que les gens qui ont des intérêts communs dans chaque pays, en gros, se retrouvent sur une certaine ligne de direction. Et le Covid est l'exemple même pour montrer que dans les régimes dits démocratiques et libéraux, on a calqué notre façon de fonctionner sur les États les moins démocratiques, comme la Chine ou la Russie ou d'autres dictatures. On a essayé de calquer, d'essayer sur nos modèles démocratiques des systèmes qui fonctionnent dans les dictatures. Une large partie de l'ouvrage est consacrée aux affaires sensibles, aux affaires secrets d'État. Vous évoquez dans le livre, alors il y en a plusieurs, hein, j'ai regardé plus précisément Pierre Bérégovoy, le préfet Erignac, la mort de Robert Boulin. Toutes ces affaires, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Elles ont en commun qu'on va éliminer, on élimine brutalement, alors sous prétexte de suicide ou alors d'assassinat avec Erignac, mais on élimine des gens qui sont dans l'État et qui sont des gêneurs qui ne se soumettent pas au pli qu'on leur a demandé de prendre. Je prends l'exemple de Boulin. Boulin, on lui a monté un artifice avec l'histoire des terrains de Ramatuelle que lui avait vendu Henri Tourné, qui est parti finir sa vie presque à 100 ans en Argentine. Et qu'est-ce qu'il dénonçait, Boulin ? Il dénonçait, la financiarisation outrancière de l'économie française, et ensuite, il avait des documents, puisqu'il avait été ministre du Budget, c'est un des postes les plus sensibles de la République, il avait compris qu'il y avait des fonds noirs, issus de la grande criminalité, des fonds glauques, qui alimentaient et le parti giscardien et le RPR qui venait de se créer en 1976. Donc comme il avait des éléments très gênants pour les tenants du pouvoir, que ce soit Mitterrand, que ce soit Giscard ou Chirac, on a décidé de l'éliminer. Et on a utilisé le SAC pour l'éliminer. 15 ans plus tard, nous avons un autre cas de figure qui est celui de Bérégovoy. Mais Bérégovoy, c'est clair, le 8 avril 1992, une semaine après sa nomination comme Premier ministre, il va à l'Assemblée nationale et il veut déclarer la guerre à la corruption. En ayant même l'idée, mais saugrenue et assez déplacée, de dire j'ai ici une liste avec des gens qui sont compromis dans des affaires de corruption, que ce soit à droite ou à gauche. Donc il s'est attiré la vindicte générale de tous les partis politiques. Et à ce moment-là, le 8 avril, il a signé quasiment son arrêt de mort parce qu'il voulait dénoncer la corruption qui gangrénait déjà l'État français en 92. Et Erignac ? Erignac, c'est la même chose, mais au niveau corse. J'en ai volontairement pas parlé parce que dans un premier livre, on peut pas tout développer. Donc Erignac, j'en parlerai dans mon prochain livre. Ce n'est pas du tout un meurtre nationaliste, c'est un meurtre qui est totalement lié à l'implantation de la mafia en Corse. Il avait mis son veto sur le rachat de la citadelle militaire de Bonifacio contre des États mafieux qui venaient de l'Italie. Et il avait lui aussi signé son arrêt de mort. Donc lui aussi, étant un défenseur de l'état de droit contre l'état profond, il a été victime d'un assassinat d'État. Ah, vous avez vécu toutes ces affaires de l'intérieur. À ce moment-là, dans ces moments précis, quelles sont les pressions ou les silences que vous avez pu constater ? Alors, des pressions assez claires sur ma carrière, parce que j'ai compris quand je développais cette affaire que ma carrière serait stoppée, qu'il y aurait comment vous dire,
que je n'allais pas progresser comme je le pouvais, parce que j'étais déjà... Ça, on vous le dit ou est-ce que vous le ressentez ? Je le ressens. Vous savez, cet état profond, il est invisible. Qui a tué Boulin ? Il n'y a personne. Qui a tué Béret ? Il n'y a personne. C'est toujours un état qui avance masqué. Donc moi, j'ai bien vu que d'abord, je suis éjecté de mon poste à la suite d'un petit article de presse de rien du tout, que personne n'avait lu, mais qu'on a mis qu'on a monté en exergue volontairement. On ne dit pas clairement qui est ce qui est derrière, mais on sent que, par exemple, les journalistes se sont manipulés pour écrire des articles défavorables contre vous, ce sont autant de pots de banane. Et l'administration, à ce moment-là, elle n'est pas du tout impartiale, elle est totalement partisane. Elle va monter en épingle ces articles pour dire, écoutez, il y a ça. Mais je dis, je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai donné des interviews. C'est des journalistes à qui on a demandé d'écrire ça à mon sujet. Et vous allez voir ça, moi je peux proposer un démenti, mais un démenti d'un fonctionnaire en poste, ça n'a aucune valeur par rapport à un journaliste qui écrit une page entière pour vous salir. Voilà. Vous parlez d'un système capable de neutraliser ce qui dérange. Cette mécanique du silence, vous en avez été, donc vous le dites même, vous-même, victime. On a cherché à vous faire taire avec succès. Ben oui, parce que, si vous voulez, le système, quel est le système des fonctionnaires ou des magistrats ? Il implique pour tous d'abord une réserve professionnelle. Vous ne pouvez pas vous exprimer au grand jour. Ensuite, vous êtes habilité. Moi, j'étais habilité secret défense. Et dès que vous êtes atteint par des articles qui vous traitent de complotiste ou de conspirationniste, on m'a enlevé tout de suite moi d'habilitation, ce qui fait que je n'ai plus pu travailler dans les services de renseignement. Il y a votre carrière qui est freinée, votre avancement qui est stoppé. On vous fait comprendre que vous n'êtes plus en odeur de sainteté, c'est pas difficile. Moi, dès que j'ai été sans poste, j'ai fait 1, 2, 3, 5, 10 demandes, alors que j'avais totalement les capacités d'occuper ces postes. Chaque fois, on me disait non pour des raisons inavouées. En me disant, non, ça va pas, vous pouvez pas correspondre. Je voyais à chaque fois que c'était pas des raisons professionnelles qu'on m'invoquait, mais c'était des raisons politiques sous-jacentes et puis des raisons cachées, complètement occultes. Alors faire taire, c'est peut-être aussi le principe qu'il faut garder à l'esprit dans le choix, qui a été quand même mal compris de la dissolution des RG en France, des renseignements généraux. On a dit, ça a été remplacé par autre chose, mais cette dissolution, c'était vraiment faire taire, vous pensez, un service trop informé derrière des explications structurelles de modernisation, ce qui nous avait été présenté. En 2008, un an après son élection, Sarkozy décide de fondre les RG avec la DST pour créer la DCRI, qui est maintenant la DGSI, sous prétexte, comme je dis, de lutte antiterroriste. Mais les deux services étaient totalement différents. La DST était le service de lutte contre les ingérences extérieures, le service de contre-espionnage dont tous les pays ont besoin, parce que on a besoin de se prémunir de toutes les activités d'espionnage, que ce soit de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Donc c'est un service essentiel pour la défense de nos intérêts fondamentaux. Mais à côté, les RG étaient totalement différents. C'était une police de renseignement intérieur. On ne travaillait pas comme la DST sous le secret défense, on travaillait sous le confidentiel défense. On n'avait pas de pouvoir judiciaire comme la DST. La DST, elle pouvait arrêter des gens et les mettre au mitard pendant plusieurs jours, les mettre en garde à vue dans les locaux de la rue Nélaton, puisqu'à l'époque la DST était dans la rue Nélaton. Les fonctionnaires des RG, eux, n'avaient aucun pouvoir coercitif. On ne pouvait pas obliger les gens à venir nous voir et les retenir. C'était impossible. Mais si on n'avait pas de pouvoir coercitif, en revanche, on avait une liberté à peu près totale de voir tout le monde, tous les gens qui venaient taper chez nous, on les recevait avec mes fonctionnaires, et puis on voyait si les éléments qu'ils nous donnaient étaient valables ou pas. On creusait, on vérifiait. Il y a beaucoup de choses qui étaient, je dirais, jetées où on ne donnait pas suite, parce que, vous savez, dans le milieu du renseignement, on a affaire aussi à des mythomanes, à des gens qui inventent des choses, qui essayent de nous manipuler. Donc, ces gens-là, on les écartait très vite. Mais dès qu'on voyait que les renseignements apportés étaient valables, intéressants, là, on travaillait avec eux. Et c'est ainsi que j'ai pu faire une affaire antiterroriste dont je parle dans mon livre. Ce qui est amusant et surprenant, c'est qu'on a eu quand même, à cette époque-là, le sentiment que les RG, c'était la police du pouvoir, que bien évidemment, elle était au service du pouvoir, qu'elle arrangeait les choses pour le pouvoir. Et vous venez au contraire, pas du tout. C'était une police qui, finalement, gênait le pouvoir. Absolument. Alors, c'est vrai que dans les services, ce qui est intéressant de se voir, c'est dans chaque service, dans le personnel, vous aviez
vous aviez plusieurs catégories de fonctionnaires. Alors vous aviez le gros de la troupe, c'était des gens qui faisaient leur travail le plus consciencieusement et de la façon la plus neutre possible. Et ensuite, dans les services, vous avez des gens qui étaient outrageusement engagés ou à droite ou à gauche. Le problème en 81, c'est que quand la gauche arrive au pouvoir, ils n'ont pas grand monde avec eux. Les services sont majoritairement de droite, puisque la droite est au pouvoir depuis 58. Et les policiers qui étaient proches du Parti socialiste, vont arriver dans les services, que ce soit la sécurité publique, la DST ou les RG, et vont avoir un rôle prépondérant, puisqu'ils sont proches du pouvoir. Et j'explique bien qu'en 86, quand Philippe Massony arrive directeur des RG, il fait le ménage, c'est-à-dire qu'il veut enlever les bras cassés, ceux qui sont là au RG en vacances, parce que ceux qui voulaient pas beaucoup travailler, ils allaient au RG, ils faisaient juste une petite note par semaine, et ils avaient leur traitement comme les gens de sécurité publique, qui avaient des servitudes importantes dans le travail. Massony dit c'est fini, on veut plus de chasseurs, on veut plus de pêcheurs à la ligne, on veut des gens qui bossent, et si les gens politiquement se sentent pas bien chez nous, qu'ils partent. Il a eu des résultats, puisque Massony a eu quand même à son actif l'arrestation des militants d'Action Directe. Moi, j'ai arrêté des militants néo-nazis, et il a fait en sorte que le service reprenne le punch, reprenne un peu la surveillance du renseignement intérieur qui est très vaste. Mais dans chaque service, il y avait des fonctionnaires qui étaient connotés plutôt proches de la gauche ou de la droite. Mais globalement, le service se tenait parce qu'il y avait une culture. Il y avait une culture de service qui tenait depuis la guerre. Et puis on avait des archives, je développe les archives, c'était considérable. Les RG devaient avoir à peu près 10 millions de fichiers. Donc on connaissait à peu près tout le monde. Un commissaire DRG dans son arrondissement, dans son département, il ne pouvait pas être pris en défaut sur telle ou telle personnalité. C'était impossible. Chaque fois qu'on lui donnait un nom, il devait sortir, voilà, ce monsieur a fait ci, ça, il est connu pour ça, ça et ça. Donc, on avait une mémoire importante qui tenait depuis la guerre, et cette mémoire, elle gênait quelque part les hommes politiques, et surtout, elle gênait Sarkozy, parce que maintenant, on sait beaucoup plus de choses sur Sarkozy, mais à l'époque, on savait peu de choses, et que ça soit Yves Bertrand ou Philippe Massony, eux, ils avaient déjà des dossiers qui expliquaient la corruption de Sarkozy et de son équipe en arrivant au pouvoir. Donc, ils avaient déjà des dossiers contre lui, ce qui gênait fortement Sarkozy. On est en 2025, il n'y a plus de RG. Non. C'est une bonne chose pour vous ? J'estime que c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que alors les politiques maintenant se fient aux instituts de sondage. Parce que les politiques avaient les RG, oui. les renseignements généraux, comme interlocuteurs souvent, à la fois pour les manifestations, pour les informations, pour. Donc en fait, c'était devenu un interlocuteur à tel point que les RG pouvaient participer dans certains cas à des réunions politiques au milieu d'un bureau politique local, alors, etc. Ça c'est arrivé. Alors c'était théoriquement invraisemblable, non ? Bien sûr, il y a eu l'histoire de l'infiltration du Parti socialiste en 94 qui a fait faire un scandale à la préfecture de police. Alors normalement, attention, on devait suivre toutes les réunions politiques, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, on devait les suivre et faire une petite note d'information en expliquant qu'est-ce qui s'était passé, combien il y avait de personnes, qui avait pris la parole, etc. Ça, c'est une note d'information. Après, il y a des gens, il faut voir, qui faisaient un peu de la manipulation, que ce soit dans les deux côtés. Donc, ils essayaient d'instiller des informations ou de déformer des informations pour servir leur chapelle politique. Mais globalement, je dirais que l'éthique des fonctionnaires qui étaient dans ce service, et dans les années 80-86, les RG nationales et les RG de la préfecture de police, c'est quand même 3500 fonctionnaires. C'est quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Avec les administratifs, on suivait quasiment toute l'activité politique, économique, sociale. On nous demandait tout de suite un renseignement, une fiche, etc. Normalement, on demandait ça à 9-10 heures le matin. Le soir, le préfet, le député, le ministère, ils avaient un papier avec toutes les informations complètes. Alors, c'était une époque où l'information n'est pas ce qu'elle est de nos jours, puisque de nos jours, on a accès à énormément d'informations avec Internet, avec les bases de données. On a des tas d'éléments qui nous donnent tout de suite ce qu'on veut dans quelques minutes. Mais il n'empêche, je pense qu'un État ancien, un État colbertiste, un État napoléonien, un État gaullien comme la France, ne peut pas, à mon sens, se passer d'un service de renseignement intérieur. Est-ce que vous avez trouvé au sein de cette police que vous défendez, les RG, pendant tout ce temps, quand vous avez été mis à l'écart, est-ce que vous avez trouvé des collègues qui partageaient votre diagnostic sur cette zone grise du pouvoir, ou est-ce que vous étiez totalement isolé ? Non, il y a des collègues qui ont pris attache avec moi de façon discrète, parce que
tout le monde pense à sa carrière. Vous savez, on veut tous arriver à la retraite avec les meilleurs galons possibles, les indices les plus favorables dans sa carrière. Il y en a qui, en aparté, me disent effectivement, tu es courageux, tu as raison, on est d'accord avec ce que tu dis, mais on est un peu coincé par le système hiérarchique, le système qui fait qu'on ne peut pas, de but en blanc, contredire la hiérarchie ni faire un pas de côté. Sinon, on est très vite rappelé à l'ordre. Moi, ce qui m'embête, c'est que maintenant, je suis en retraite depuis 10 ans. Tous ces événements que je décris dans mon livre, ils ont 20-25 ans. Je ne vais pas faire... ce n'est pas qu'un livre de revanche. C'est un livre de mise en alerte. Je mets en alerte, pourquoi ? Parce que j'explique qu'à travers les enquêtes que j'ai faites en 2000, j'ai mis au jour un état profond qui a fait dériver la France dans une très grande corruption. Et ce système de corruption, loin de s'arranger avec la présidence Chirac ou Sarkozy ou Hollande, il s'est totalement aggravé. Maintenant, la corruption, elle est évaluée en gros à 130 milliards d'euros par an. Mais c'est colossal, c'est énorme, 130 milliards d'euros. En 10 ans, 1300 milliards ont réduit quasiment notre dette de 40%. Et personne n'évoque ce sujet de la corruption. Je dis à la fin de mon livre, heureusement que nous avons quelques médias, je ne vais pas les citer ici, mais ils vous viendront à l'esprit, et que nous avons le parquet national financier qui fait des enquêtes, parce que le service anticorruption que voulait Pierre Bérégovoy a été réduit à un observatoire de phénomènes, mais n'est plus pris en compte. Et si vous voulez voir un phénomène d'actualité, c'est que actuellement, il y a une agence anticorruption en France dont vous n'entendez jamais parler. Et le rapport d'activité qu'elle doit remettre, ça fait 2 ans qu'il est différé par l'Élysée. Il y a quand même un problème. C'est un problème avec le parquet national financier, qui est quand même pas la neutralité qui nécessite cette institution. Il fait un travail remarquable, mais ce qui serait bon, c'est de l'élargir, sans doute, à bien d'autres phénomènes. Je vais terminer en vous donnant un chiffre. Est-ce que vous savez combien d'élus locaux sont l'objet d'enquête actuellement ? 2500. 2500 élus sont l'objet d'enquête. Combien sont mis en examen ? Quasiment 900. Donc, vous avez à peu près 1 millier d'élus locaux qui sont déjà condamnés judiciairement. On ne vous en parle jamais, mais regardez dans la gestion des régions, des syndicats de communes, des départements, quasiment tous ont des affaires de détournement, d'abus de confiance, de corruption. Votre critique du pouvoir légitime vous a valu votre carrière, mais aussi en quelque sorte votre honorabilité, parce que on vous accuse, notamment avec la publication de cet ouvrage, de plonger dans le sensationnalisme, qui veut dire complotisme. Oui. Vous voyez bien. Alors maintenant que les choses ont quand même évolué, surtout depuis la période Covid, on a compris que ce qu'on qualifie de complotisme, ce sont des gens qui ont une vue un peu supérieure aux autres. C'est-à-dire qu'on est des lanceurs d'alerte, on vise à éveiller les consciences, à dire à l'immense majorité des gens, ne croyez pas ce qu'on vous raconte à longueur d'année, à longueur de journée sur les médias mainstream, prenez du recul, réfléchissez. Informez-vous, allez voir d'autres médias indépendants qui vont vous donner un autre éclairage, qui donnent la parole à des gens qui ne sont jamais invités sur les plateaux de télévision et qui vous donnent une autre version de la vie politique, économique, sociale. Voilà, tome 1 de l'ouvrage Face à l'état profond, 10 ans au RG, avec toute une série d'affaires, avec beaucoup de révélations ou de rappels de révélations de ces 10 années finalement au RG. Qu'est-ce que vous retenez ? La loyauté, la désillusion, la lucidité, d'autres mots peut-être ? Je retiens une dérive grave de la France qui est partie d'un État qui était assez fort et qui fonctionnait correctement. Je dirais que depuis les années Mitterrand, l'État français s'est délité, une plus grande malhonnêteté, des détournements en masse et globalement un pays qui collectivement est perdant, hélas. Et ce bouquin, il est en vente sur le site de TVL, à la boutique TVL. Vous savez, le chemin pour emprunter Internet avec nous, c'est tvl.fr et vous allez sur la boutique de TVL. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage d'Hubert Marty que je remercie de sa visite. Merci, monsieur. Merci, monsieur Bill. Merci.